Maison de société. Chose vue par Jacques Roberti. Édition Artem Fayard et compagnie, Paris, 1927. Chapitre 10. Les hommes du voyage. Presque toutes les grandes maisons de Paris et de province appartiennent aux hommes du voyage. Leur jeunesse s'est écoulée dans de lointains pays. Précurseurs de l'urbanisme dans les cités d'Amérique, d'Afrique et d'Asie où leurs étoiles les guidaient, ils se consacrèrent à l'embellissement et au ravitaillement des quartiers réservés. Des fonctionnaires racornis sur leur rond de cuir n'approuvaient pas toujours leurs initiatives hardies. « À 35 ans, je collectionne 15 décrets d'expulsion », me disait fièrement Maurice l'Algérien. « Pas un homme de mon âge ne peut se vanter d'en avoir autant. » De retour en France, ils ont ouvert les écrins de leur riche mémoire, et la tradition orale, s'emparant de leurs aventures, en transmet le récit dans les bars de Montmartre et du faubourg Saint-Martin. Déjà, la légende surcharge l'histoire de ces arabesques dorées. Les harpeurs des bals musettes, les troubadours et les jongleurs de la Madelon, de la Croix de Malte et de Chénine feront bientôt des héros dont ils célèbrent les exploits, d'héroïques martyrs ou des Arthur et des Lancelot de la table ronde. Il est grand temps de fixer, dans une succincte et fidèle relation de leurs équipés, la véritable physionomie de ces hommes du voyage. Personnages truculents, à la fois burlesques et tragiques. Gaétan, qui se faisait appeler le vicomte de Jolibois, arrivait en 1910 à Mexico. Brun et svelte, beau parleur, il conduisait un bel équipage, sa femme et ses 2 filles d'amour. Pour définir le rôle de la fille d'amour, je cède la parole à Maurice l'Algérien qui, dans ce domaine sentimental, jouit de l'autorité d'un subtil casuiste. « La fille d'amour, m'explique-t-il, n'est pas un doublard. Le doublard est ignoré de la femme. L'homme se cache pour aller voir son doublard. Au contraire, la femme connaît la fille d'amour, et souvent vit avec elle. Elle l'accepte parce que son homme lui a dit « C'est pour ses sous que je la prends. Quand on lui aura fait rendre le maximum, on la laissera tomber. C'est avec toi, ma femme, que je resterai toujours. Tu es ma vraie de vraie, ma légitime. » Et la fille d'amour se laisse empaumer par l'homme qui lui dit « Attends, patiente un peu. Plus tard, tu monteras en grade. C'est toi que j'aime. Ma femme, je la balancerai un jour ou l'autre. Vois-tu, mon pote, il faut être diplomate dans ce métier-là. Naturellement, ces ménages à 3 ou à 4 sont parfois troublés. Il arrive qu'une fille d'amour se fait la paire. Ou bien, c'est la renversée. La femme se tire et une fille d'amour la remplace. » Le vicomte se lia d'amitié avec les évadés de la Guyane qui formaient à Mexico une véritable colonie française. C'étaient pour la plupart des Marseillais, d'anciens nervis qui ne regrettaient guère la rue Boutry et les petits bars du Vieux-Port. Marius le Noir, Marius la Voix d'Or et Jean le Tatoué faisaient trembler la ville et tenaient le haut du pavé. Ces cambrioleurs et assassins à 3 chevrons, ces hommes cassés des durs, goûtaient, après les souffrances du bagne, les délices d'une molle oisiveté. Ils imposaient leur loi à tous les ruffians qui ne pouvaient se targuer d'avoir comparu devant les 3 robes rouges et les 12 potirons. Sans contestation, ils s'étaient adjugés les filles de luxe et de grand prix, celles qui le matin, dans de jolies voitures attelées de mulets, remontaient la cale San Francisco, saluées par les riches commerçants, faisaient 2 ou 3 fois le tour de la place Guy Bierno avant de s'enfoncer dans les allées ombreuses du parc Chapultepec, où s'érige la résidence d'été du président de la République mexicaine. À leurs compagnons moins glorieux, ils abandonnaient les femmes de la cale du docteur Ruiz et du quartier de la Poste, prostituées françaises, italiennes ou allemandes, qui toutes, sur leurs portes vitrées, avaient fait peindre leurs drapeaux nationaux. L'élite de la pègre, la fine fleur des pénitenciers, avait ses tables réservées au bar Salvin. Le vicomte fut admis dans ce club, bien que son casier judiciaire fût fâcheusement vierge. Seul Jean le Tatoué formula à son encontre quelques réserves. « Il n'a pas fait ses preuves, il n'a même pas été condamné comme Bizet. » Mais les 2 Marius, parrains du vicomte, firent valoir son arrivée à grand tapage, l'élégante désinvolture avec laquelle, à peine installé à Mexico, il avait loué 2 cribs, des cages à poules, pour ses 2 filles d'amour, et acheté une voiture et un mulet pour sa femme. Chaque matin, quand le fringant vicomte entrait au bar Salvin, il saluait avec honnêteté les anciens. « Salut les hommes, les gonzesses sont bien tapinées ?» Mais un jour, Marius la Voix d'Or, dépliant un journal, lui apprit que les représentants de tous les États d'Europe et d'Amérique, rassemblés à Paris, avaient décidé de réprimer impitoyablement la traite des Blanches. Dans ce but, ils avaient rédigé une convention internationale au bas de laquelle Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, roi de Prusse, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies avaient apposé leur signature. De sa belle voix sonore, Marius lisait en commentaire du journal. Les États, en décidant de communiquer réciproquement les bulletins de condamnation des marchands de chair humaine, portent un coup fatal à leur trafic. Jusqu'alors, ils bénéficiaient d'une quasi-impunité. Démasqués dans un pays, ils poursuivaient dans un autre cette honteuse industrie.
Désormais, la traite des Blanches est inscrite de plein droit au nombre des délits donnant lieu à l'extradition. De violents éclats de rire saluèrent cette lecture. « D'abord, disait l'allumette, si on n'emmène à l'étranger que des femmes majeures et consentantes, il n'y a pas de délit. Et puis, reprenait Jean le Tatoué, nos correspondants de France continueront à nous envoyer des mineurs, car elles sont d'un bon rapport. Les faux fafs sont faciles à fabriquer. » Marius le Noir racontait comment, à Marseille, on se procurait des bulletins d'état civil, en blanc, timbrés du sceau de l'hôtel de ville et signés du maire. Un employé les vendait 20 francs pièce, on n'avait plus qu'à les remplir. « Moi, déclara l'oreille coupée, les bulletins je m'en moque. J'ai conduit à Barcelone 2 mouzinques de 17 piges. La première, je lui ai fait passer la frontière la nuit par les sentiers de montagne, au nez et à la barbe des douaniers. L'autre, je l'ai invité à faire une promenade en barque. Nous sommes partis de Port-Vendre à 5 heures du matin et à midi, la môme était chez le manchot, où sa camarade l'attendait. Là, on leur a dit de turbiner. « Precio de la cosa, una peseta », interrompit Marius le Noir. « Oui, la passe coûtait une peseta, mais elle montait 20 fois par jour. Les débuts ont été durs, elles pleuraient, criaient. Un soir, elles se sont tirées en sautant du premier étage dans la ruelle. Elles voulaient aller au consulat français, mais comme elles connaissaient pas un mot d'espagnol, tous les gens à qui elles demandaient leur chemin passaient sans répondre. Enfin, elles rencontrent un Français. Il écoute leur histoire et leur dit « Pauvre petite, suivez-moi, je vais vous conduire. » Là-dessus, il les empoigne et me les ramène. C'était un ami à moi. « Tu les as bien corrigés ?»« Ouais, une bonne danse. Et 8 jours après, départ pour Buenos Aires. Pour ne pas payer le prix de la traversée, je me suis arrangé avec un soutier. Elles ont voyagé à fond de cale. Tu les as toujours, ces 2 mômes ? Non, elles avaient pas de résistance, elles sont tombées malades. » Seul le gros Raoul Leblond ne participait pas à l'enthousiasme de ses camarades. Il affirmait que les hommes auraient maintenant bien du mal à exercer paisiblement leur métier. « Tais-toi donc, lui répondait-on. Les malins ne se laisseront jamais prendre. » Il secouait la tête, agité de sombres pressentiments. Le soir, au bar Salvin, il annonça « Je me retire des affaires. Vous connaissez mes 3 femmes ? Eh bien, elles sont à vendre. » Jean le Tatoué s'institua commissaire-priseur. « La Fernande à 20 pesos. 30, 40, 60, 100, 150, 200 ? Personne ne dit plus rien. À 200 pesos, la Fernande, adjugée à Marius la Voix d'Or. » Les 2 autres femmes, l'une après l'autre, furent mises à l'encan. Le total des enchères atteignit 2000 piastres, et le gros Raoul Leblond, qui avait déjà de fortes économies, acheta une boucherie bien achalandée de Mexico. Quelques jours plus tard, le vicomte, escorté de sa femme et de ses 2 filles d'amour, partait pour Buenos Aires. Dans la capitale de l'Argentine, il retrouva des amis français. Tonio le Corse, Henri les Yeux Bleus, Édouard la Carpe, Bibi la Loire. Pendant plus d'1 an, il vécut en gentilhomme des rentes que lui allouaient ses 3 servantes au grand cœur. Mais un déplorable incident vint compromettre sa carrière qui s'annonçait brillante. À cette époque, Buenos Aires était abondamment pourvu de maisons closes, dans lesquelles travaillaient les femmes des ruffians belges, allemands, italiens et français. Elles y faisaient de belles recettes, mais leurs patrons, trop avides, les frappaient de taxes et de redevances de jour en jour plus lourdes. Au mois de mai 1911, ils émirent la prétention de leur faire payer une nouvelle dîme pour frais de literie, 1 peso chaque jour. Lésé dans les intérêts immédiats, le syndicat international des souteneurs organisa un meeting en plein air. Des discours furent tenus en plusieurs langues. Un nervi marseillais proposa d'incendier les tôles du juif Mimoun et de César l'Algérien. L'Assemblée professionnelle repoussa cette mesure révolutionnaire et décida d'adresser un ultimatum aux tenanciers. S'ils refusaient de supprimer la taxe dite des polochons, la grève serait déclarée. Les femmes, dès le lendemain, abandonneraient le travail. Mimoun, César l'Algérien et leurs collègues jugèrent ces menaces puériles. Ils levèrent l'impôt d'iniquité, mais les filles, obéissant au mot d'ordre de leur maître, revêtirent leurs costumes de ville et se firent ouvrir les portes. Afin de donner à cette démonstration un caractère nettement corporatif, elles emportaient sous leurs bras les polochons taxés. Bientôt, comme toutes les grèves, le conflit s'envenima. Des esprits exaltés fomentèrent des troubles. En cortège, les souteneurs défilaient devant les maisons désertes, huant, sifflant les patrons, brisant à coups de pierre les carreaux. Un soir, Mimoun et César l'Algérien voulurent balayer, la trique à la main, cette horde criarde. Mal leur en prit. Désarmés, houspillés, ils durent prendre la fuite, talonnés par la meute. Ils se voyaient déjà perdus quand la police arrivant enfin chargea les manifestants. La plupart furent arrêtés et enfermés dans le présidio. Le vicomte était du nombre. Quelques jours plus tard, on le relâchait en le priant toutefois de quitter au plus vite le territoire de la République argentine. Cette désastreuse équipée se soldait par d'innombrables ruines. Les maisons closes étaient supprimées, tous les souteneurs expulsés. Le vicomte connut alors l'instabilité des fortunes basées sur la fidélité féminine. Pendant qu'il était prisonnier, sa femme et sa première fille d'amour l'avaient lâchement abandonné. Toutes 2 étaient parties pour San Francisco.
Seule la seconde fille d'amour, la plus humble, l'attendait. « Maintenant, lui dit-il, tu deviens ma femme, tu seras récompensée. » Il disait vrai. Après une longue randonnée, ils revinrent tous deux en France. Le vicomte avait de hautes relations à Paris. Il put faire nommer sa femme gérante d'une grande maison de rendez-vous. À la fin de la guerre, il s'établit à son compte dans le 9e arrondissement. Le jour où tous les papiers furent signés et enregistrés, il embrassa tendrement son épouse. « Es-tu bien récompensée? Te voilà patronne !» Le vicomte. Vous pouvez le rencontrer dans les dancings à la mode et les grands restaurants. Toujours élégant et svelte, il s'amuse avec honnêteté. Les aventures ne le tentent plus. Comme Ulysse après un beau voyage, il veut, plein d'usages et de raisons, vivre des revenus de son petit royaume. Une bonne clientèle française et bourgeoise, dit-il. Des négociants, des parlementaires. Chaque soir, il rentre avant minuit. Au rez-de-chaussée de son opulente demeure, une déesse de bronze brandit un lampadaire pour guider les visiteurs. Sur le palier du premier étage, le vicomte s'arrête un instant. Quand tout est silencieux, son visage se rembrunit. Mais presque toujours, il entend des rires, des chansons et le joyeux tintement des coupes. Il sourit, murmure « Les salons, ce soir, sont animés ». Et tout joyeux, il poursuit son ascension jusqu'au 4e étage, où il a luxueusement amené ses appartements domestiques. Il se couche, et quand sa femme, à l'aube, ses comptes arrêtés, se glisse à côté de lui dans le lit conjugal, il bâille et encore assoupi murmure poliment, comme à Mexico « Chérie, les gonzesses sont bien tapinées cette nuit ?» De temps à autre, le vicomte, dans un grand café des boulevards, rencontre ses amis de Buenos Aires et de Mexico qui ont réussi et possèdent, comme lui, des maisons de société. On évoque les temps héroïques, la grève des polochons, les luttes soutenues contre les polices du vieux et du nouveau monde. On célèbre aussi les disparus. Coco le riche, qui fuyait les bars, les tripots, vivait comme un avare, entassant les piastres et les pesos dans un bas de laine. Il revint à Paris après avoir vendu ses filles d'amour, acheta 2 tôles et mourut en pleine gloire, dans la fleur même de sa jeunesse. Sa veuve courut aux pompes funèbres commander un enterrement de 5e classe. « C'est pour lui, disait-elle, que je fais cela. Si je dépensais trop, il sortirait de son cercueil pour m'injurier. » Mais un tabellion la fit appeler. Coco le riche, dans un testament notarié, s'était décrété des funérailles somptueuses. Il avait réglé les moindres détails de cette cérémonie qui devait, par son faste, éblouir le peuple parisien. Cet avare était prodigue dans la mort. Cette dernière volonté furent exaucées. Il eut son catafalque, des torrents de musique sacrée, des chevaux noirs comme les rêbes et des plumets géants à son corbillard. Tous les maîtres de maison, solennels dans leurs habits de deuil, l'accompagnaient à sa dernière demeure. Mais ces personnages importants précédaient une cohue d'hommes aux chandails de laine et aux pantalons de velours, accourus de la porte d'Italie, de Belleville, de Charonne, car Coco le riche, par la simplicité de sa vie, était resté populaire dans les faubourgs. Les derniers apaches de barrière, traînant leurs espadrilles, coiffés d'antiques casquettes à 3 ponts semblables aux figurants d'une pièce réaliste, avaient eux-mêmes tenu à rendre un solennel hommage à l'ami qui ne les avait jamais reniés. Et le peuple de Paris, voyant passer ce convoi hétéroclite, se demandait « Quel est donc ce grand homme que l'on enterre aujourd'hui? Est-ce un puissant usurier, un philanthrope, un député socialiste ?» Les hommes du voyage accordent aussi un souvenir ému aux victimes, aux compagnons que la malchance a poursuivis, et le nom de Bibi la Loire revient alors souvent sur leurs lèvres. Ce rustaud qui, dans les prés qu'arrose la Loire, avait gardé les moutons jusqu'à 20 ans, ne manquait pas d'audace. Pendant qu'il accomplissait son service militaire, des filles de brasserie lui révélèrent sa véritable vocation. À Londres, il loua un flat, appartement meublé, orna sa porte d'une plaque de cuivre, Henri Passe, marchand de champagne, et confia le soin de recevoir les clients à 2 jeunes femmes à Corte. Il revint seul à Paris. « Je suis démonté, disait-il, mais quand j'aurai chargé, parole de Bibi la Loire, je partirai pour les Amériques. » Dans sa bouche, les airs roulaient comme les 4 roues d'un carrosse sur des pavés de silex. Il chargea 2 jeunes Marseillaises, les habilla de pied en cap, retint 3 places sur un paquebot, fit ses adieux à tous ses amis. Mais un matin, dans le petit bar de Montmartre où se réunissaient les hommes du voyage, on le vit arriver seul, morne et défait. Les Marseillaises l'avaient entôlé comme un vulgaire client, le dépouillant de son portefeuille, de ses 3 billets de messagerie et même d'un gros oignon d'argent, souvenir de famille qui lui rappelait la chaumière natale. Il fut beau joueur. C'est un Corsico qui les emmène, et c'est moi qui paie le voyage, mais on se retrouvera. Une petite boniche échappée de sa mansarde tomba une nuit dans ses bras. Elle consentit à partir pour Mexico. Au terme du voyage, Bibi la Loire avait en poche pour toute fortune 2 sous français. Il courut chez l'Allumette, concessionnaire de tous les cribs, qui s'empressa de loger la boniche Calais Estrella. Bibi la Loire peignit lui-même sur sa porte à claire-voie le drapeau français.
6 mois plus tard, il pouvait écrire à Coco l'Algérien, le plus grand marchand de femmes de Marseille, de lui envoyer 2 colis. Coco fit diligence, et bientôt 2 filles d'Arles, à peine nubiles, partaient pour les salons de la Manolita. Au cours d'une excursion à Tlam-Tlam, joli village des environs de Mexico, Bibi la Loire, renversé par son mulet gris sur un tas de cailloux, se cassa la jambe, si malheureusement qu'on dut l'amputer. Quand il sortit de l'hôpital, la jambe droite de son beau pantalon gris clair flottait sinistrement autour d'un pilon de bois. Clopin-clopant, il gagna la cale Estrella, poussa la porte à claire-voie. Un mestizo surgit dans l'ombre, un poignard à la main, et l'infidèle Boniche criait « Va-t'en, paysan bête, sale infirme !» Il fit demi-tour, se rendit chez la Manolita qui lui apprit sans ménagement que les 2 filles d'Arles étaient parties pour Buenos Aires avec un souteneur allemand. « J'ai compris, » lui dit Bibi la Loire. « Je vais relayer. » Il acheta une échoppe, s'établit cordonnier. Aujourd'hui encore, il rapetasse des vieux souliers. Il vit solitaire, fuyant les femmes, n'ayant pour compagnon qu'un petit oiseau des îles, chantant escarboucle. Une autre victime, Georges, qu'on appelait l'incendié. Peut-être parce que sa figure bestiale était surmontée d'une tignasse rouge, peut-être aussi parce qu'il vivait dans une perpétuelle fureur. Les fillettes qu'il destinait aux bouges de l'Amérique du Sud, il les recrutait à la manière de ces racoleurs du XVIIIe siècle qui, dans cette ancienne vallée de la misère devenue le quai de la ferraille, racontaient aux jeunes gens éblouis que les soldats de Sa Majesté foulaient aux Indes des chemins pavés d'or, de perles et de diamants. Dans une auberge de campagne isolée de toute habitation, Georges amena un jour 3 fillettes qui consentaient à le suivre au pays d'Eldorado. Il les enferma dans une chambre du premier étage et se hâta de leur faire confectionner des costumes décents et de faux bulletins d'état civil. Mais elles se disputèrent et se battirent pour des motifs futiles, firent tant de bruit que le garde champêtre, intrigué, entra dans le bouchon. Les réponses embarrassées de l'aubergiste lui semblèrent suspectes. Il prévint la maréchaussée, et le lendemain, les gendarmes se saisirent de l'incendié et de son complice, le patron d'une maison close de Santa Fe, alors qu'il déballait, devant les fillettes ravies et enfin réconciliées, une malle bondée de trousseaux de soie et de dentelle. Georges, pour sa part, récolta 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour. Après avoir purgé sa peine, il travailla comme garçon de salle dans une tôle du Nord. Une bienfaisante amnistie lavant de toute souillure son casier judiciaire lui permit en 1919 d'obtenir officiellement l'autorisation de relever de ses ruines la maison de tolérance d'une petite ville des régions dévastées. Le gros Arthur D, surnommé l'Édredon, ravitaillait une maison close de Johannesburg, fief d'une Française, la dame Boisgontier. Astucieux, il éditait à Pretoria une feuille religieuse, farcie de cantiques dont l'austérité plaisait aux rudes cultivateurs protestants. Pendant la guerre anglo-bourre, Arthur réussit des affaires dans les 2 camps. Il vendit des fusils et des munitions au président Kruger, espionna pour le compte du général Kitchener. Des talents si variés et si souples ne devaient pas l'empêcher d'être arrêté en France, au Havre, alors qu'il embarquait sur un paquebot 2 jeunes filles mineures. Sorti de prison, il travailla pour San Francisco, mais bientôt, une seconde condamnation le frappait lourdement. Il paya sa dette, puis dégoûté des périlleux voyages, s'installa dans une petite ville du centre, assoupi au bord d'un grand fleuve. Au Café du Commerce, il se donna le titre d'importateur de produits exotiques, et comme les joueurs de manille appartenaient tous au clan radical, devint rouge à tout crin. Il eut bientôt l'honneur de serrer la main du député vice-président de la Chambre et gloire du Parti radical. Arthur, revêtu d'un costume de général bourg, dressait une estrade d'andrinopole rouge dans les marchés des villages voisins. Son commis tapa éperdument sur une grosse caisse. Les paysans s'attroupaient, et le gros général, après avoir débité un boniment plein de verve, leur vendait de petits paquets de foin hachés menus, ornés de jolies vignettes. Thé du Transvaal, dépuratif, laxatif, souverain contre la congestion, la goutte, les varices et les rhumatismes. Cette panacée lui rapportait de jolis bénéfices. Pendant ses loisirs, Arthur rimait des chansonnettes contre les réactionnaires de la ville. Le député en lut quelques-unes et le supplia de faire campagne pour lui lors des élections législatives. Le gros homme accepta. Il fut sublime. Il traqua dans toutes les réunions publiques le candidat libéral. Dès que ce malheureux voulait prendre la parole, Arthur entonnait la Marseillaise anticléricale. « Tremblez, coquins, cachez-vous, traîtres, disparaissez devant nos yeux. Le peuple ne veut plus de prêtres. Patrie et loi, voilà ses dieux. Assez de vos pratiques niaises. Les vices sont vos qualités. Vous réclamez des libertés? Il n'en est pas que pour les punaises. » Le refrain chanté en chœur faisait trembler les murs. « Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. » Le député fut réélu à une énorme majorité.
il offrit les palmes à Arthur, qui noblement les refusa. « Faites-moi réhabiliter, dit-il. Tu as des condamnations ? Oui, 2 pour traite des blanches. L'homme politique sursauta, mais Arthur, très calme. Voilà 4 ans que je me conduis bien. Grâce à votre appui, je puis facilement obtenir cette faveur. Et si je refuse ? Le casier judiciaire de votre agent électoral sera, une nuit, affiché à votre porte. Mon déshonneur vous éclaboussera. Le député contemplait le gros Arthur qui parlait doucement, d'une voix papelarde, mais dont les petits yeux, à demi submergés dans une graisse rose de porcelet, avaient la lueur glacée d'un couperet de guillotine. « Tu seras réhabilité, dit-il. » 3 mois plus tard, l'Édredon recouvrait l'usage de ses droits civiques. Il eut l'honneur de présider un jury d'assises et d'être admis à la loge écossaise. Peut-être serait-il devenu un des personnages les plus éminents de la cité si de louches trafics de marchandises, à la fin de la guerre, ne l'avaient conduit une fois de plus sur les bancs de la correctionnelle. Il sollicita en vain l'appui du député. « Je ne veux pas me compromettre, » répondait ce prudent politicien. « Je ne ferai plus campagne pour vous. Tu m'as rendu des services, je le sais, mais avec le scrutin de liste, tes chansons n'auraient pas grand poids dans la balance électorale. » Arthur ne fut condamné qu'à une amende, mais, ulcéré, plein de ressentiment, il quitta la ville pour acheter une maison close dans un département libéré. Son ancien patron, devenu sénateur, est un peu gêné quand on prononce devant lui le nom d'Arthur. « Je ne le connais plus, dit-il. Il est passé à la réaction. » Né pointu, au museau de brochet, Georges le cuirassier, superbe gaillard haut de 5 pieds 6 pouces, ravitaillèrent aussi Johannesburg ainsi que les ports de la mer du Japon. Navigateurs et rouliers, leurs commis, le vieux Nénès le riche, escortaient, la trique à la main, leur convoi de viande. Les 2 associés achetèrent à Reims et à Lyon des maisons closes. À Paris, ils eurent le Chabanais, et leurs illustres exemples invitaient aux longues randonnées les hommes du voyage. Des ravitailleurs du Transvaal encore, Paul Pompier, Télé, Jean la Tête d'Argent et Champagne qui, toujours vêtu d'une longue lévite noire et coiffé d'un chapeau Kronstadt, aurait pu se faire passer pour un respectable clergyman s'il n'avait eu l'orgueil de porter en breloque une énorme pièce de 100 $ entourée de brillants et un petit coq artistement découpé dans un morceau d'ambre hyacinthe. Jean la Tête d'Argent acheta une maison de société à Nîmes. Champagne devint patron à Luxembourg. Mais Paul Pompier mourut misérablement après avoir perdu sa fortune dans les tripots. Et le vieux Télé, le nez rongé par une affreuse maladie, est aujourd'hui marchand de billets sur le boulevard de Clichy. Le Klondike fut la terre d'élection d'Eugène. C'est dans ce désert glacé que cet alchimiste moderne résolut le problème de la pierre philosophale. Dans les placers, il abattait des arbres, les coupait en rondins, dressait une cahute au fond de laquelle il enfermait sa femme et ses filles d'amour. Les chercheurs d'or, affamés par un long jeûne, se ruaient vers cette maison de délices et offraient à Eugène, assis sur un trépied derrière une caisse de théâtre forain, des pépites qu'il pesait dans une balance. Quand elles étaient assez lourdes, il soulevait une loque rouge et disait « Passez ». Ce dur travail lui valut le surnom d'Eugène le Forçat. Revenu en France avec une belle fortune, il trouva la mort dans un accident de chemin de fer, après avoir acheté une superbe maison de rendez-vous à Paris. Sa veuve la dirige toujours. Elle distribue à des gigolos les pépites d'or d'Eugène le Forçat. Édouard Lacarpe, ancien camelot des grands boulevards, marchand de boussoles à 10 sous la pièce, fit fortune à Rio de Janeiro et à Los Angeles. Il a tenu à Grenoble et à Calais. Il possède aujourd'hui la plus grande maison close de Paris. Il a sa loge à l'opéra. Il entretient une chanteuse. Jean, à 20 ans, poussait une charrette à bras remplie de sacs de sable qu'il vendait dans les cafés de Paris. « Beau sable de rivière !» criait-il. Mais ce travail lui semblait monotone. Il aimait les expéditions aventureuses. Aussi le vit-on au Transvaal, à Port-Arthur, dans les Balkans, en Turquie. Il se vante d'avoir fait toutes les guerres. 3 femmes l'escortaient, qu'il livrait, le soir des batailles, aux soldats victorieux. Il est patron d'une belle maison close du 2e arrondissement. Il méprise Édouard Lacarpe, ce crâneur qui s'habille comme un larbin pour aller au théâtre. Le marchand de sable, homme modeste, va boire son apéritif dans un tabac du boulevard Sébastopol. Et, tapant sur son veston que gonfle un gros portefeuille, « J'ai vendu des sacs de sable, je ne m'en vante pas. Mais aujourd'hui, ils sont là, les sacs. » Nantis de grasses prébandes, les hommes du voyage sont aujourd'hui de paisibles citoyens. Mais il leur arrive encore de rendre visite à la mère des bandits. C'est dans son petit café Montmartrois qu'ils se réunissaient jadis, entre 2 expéditions. Elle était discrète et sûre, et se serait laissé couper le poing plutôt que de livrer un homme. Elle n'a pas quitté son comptoir. Elle prépare toujours de succulentes bouillabaisse à ses clients d'aujourd'hui qui ressemblent à ceux d'autrefois.
De luxueuses limousines, la nuit, s'arrêtent devant sa porte. Des hommes en tenue de soirée, diamants aux doigts, entrent chez la mère des bandits. « D'où venez-vous, les enfants ? On a été boire le champagne au moulin. Maintenant, on descend rue Pigalle. » Ils restent là 1 heure, 2 heures. Ils se retrempent dans le passé et toute leur jeunesse ressuscite sous leurs yeux. Ces pâles aventuriers qui, dans le fond de la salle, discutent à mi-voix d'embarquement clandestin, ce sont eux à 20 ans. Leur orgueil s'exalte. Les vieux de la vieille, les hommes arrivés, parlent fort pour être bien entendus de ces novices qui n'ont pas encore gagné leur premier chevron. « Eh Tonio, tu te rappelles à Mexico quand on jouait les recettes de nos filles d'amour à la passe anglaise ? Sur un coup de dé, la paye de 8 jours ou de 15 jours. 2, baraque. On avait perdu. Alors on allait chez les mômes. C'est Marius Lavoidor qui viendra encaisser. Et ne planque pas une piastre. On a notre honneur à nous. » Quand ils sont partis, les jeunes avec dédain murmurent « Qu'est-ce qu'ils se croient, tous ces grossiums, bande de crâneurs !» Mais la mère des bandits « Je vous souhaite de réussir comme eux, mes enfants. Tenez, les 3 qui viennent de sortir, c'est Chocolat, qui tient la plus belle maison de Toulouse, Coco Lacet, dont la femme a vendu des lacets sous un grand parapluie rouge à la sortie des hippodromes, et il a maintenant une écurie de course et 2 tôles. Et le 3e, c'est Monsieur Zozo, un homme de Londres qui a tenu le Hanovre. » Mais de Buenos Aires, de Rio de Janeiro, des placers d'Alaska, des ports de la mer du Japon, quel butin ont-elles rapporté, les belles filles embauchées par les hommes du voyage ? Les diamants bleus du Brésil, ceux du Cap, grains de soleil, les perles d'Orient, grains de lune, toutes les pierres précieuses, chantantes féeries des pays lointains, partent-elles aujourd'hui leurs mains, leurs oreilles, leurs corsages ? Les saines monnaies, pesos, dollars, livres sterling, gonflent-elles le portefeuille en peau de crocodile dont un marin leur fit présent à Valparaiso ou à Cuba ? Tout leur butin fut raflé par les hommes du voyage. Beaucoup sont morts à la tâche, les mauvaises fièvres les ont consumés, ou bien c'est le poignard d'un matelot embordé qui les a cloués, une nuit d'orage, sur leur couche banale, les bras en croix, comme un grand papillon de musée. Ces pays que leurs amants leur avaient dépeints comme des terres promises, ces Éden et ces Eldorado ne furent pour elles que des durs calvaires, avec l'hôpital et la prison comme relais. Mais il faut bien des exceptions aux règles les plus impitoyables. Quelques-unes, de retour en France, sont devenues d'heureuses maîtresses de maison. J'ai déjà cité la femme de Gaëtan le vicomte, j'en connais d'autres. À Auteuil, dans une rue silencieuse, bordée de jardins provinciaux, Nana de Frisco tient le Grand 16. Un petit bar dont la devanture autrefois sang de bœuf est aujourd'hui, par la grâce des pluies d'un rose attendrissant, une maison blanche, un bosquet, c'est le domaine de Nana de Frisco. Dans le bar, un perroquet polyglotte ramené des pays exotiques blasphème en 4 langues. 5 ou 6 femmes, aux heures calmes de l'après-midi, tricotent et brodent, étendues sur les canapés d'un petit salon Louis-Philippe, attenant à l'établissement. Et Nana de Frisco, dame de séant, siffle une gigue américaine. Une pièce de $20, montée en broche, flambe sur la soie cerise de son corsage. Quand les hommes poussent la porte du petit bar, les femmes piquent dans de grosses pelotes leurs aiguilles et, traînant leurs savates, viennent boire au comptoir. Un couloir fait communiquer le bar avec la Maison Blanche où sont les chambres d'amour. Les prix sont modestes, car dans cette rue, si bourgeoise mais proche du viaduc d'Auteuil, Nana de Frisco recrute sa clientèle parmi les ouvriers des usines suburbaines. Elle est populaire. On sait qu'elle a figuré au Moulin Rouge avant de faire les Amériques. Devant les serruriers, les mécaniciens et les forgerons, parfois elle danse. Sa jupe tourbillonne, se gonfle en cloche et soudain, après avoir bondi, Nana, les 2 jambes écartées, retombe sur le plancher. Alors elle fait la quête, et dans une tirelire jaune et rouge, glisse les pièces de monnaie. Puis elle raconte aux ouvriers ses aventures de San Francisco, de la Havane et de Mexico. Le perroquet, juché sur la plus haute planche du comptoir, comme sur la vergue d'un voilier, hérisse ses plumes et entrecoupe chaque anecdote d'un « sacrament » ou d'un « by God ». Et les hommes écoutent, silencieux et rêveurs, ces belles histoires, attentifs comme des écoliers à qui un capitaine de navire narre ses voyages au long cours. Nana connaît son bonheur. La nuit, quand elle a mis les barres de fer à sa porte et que ses femmes sont couchées, elle suppute le prix de son petit bar rose et de sa maison blanche. Elle tire d'un coffre-fort des liasses de valeurs et se mirant dans une glace, constatant avec joie qu'elle a encore, à 50 ans passés, la gorge et les yeux vifs, elle songe, désireuse d'avoir une vieillesse cajolée, à s'unir en légitime mariage avec le jeune homme pauvre qui, chaque jour, vient boire un bock dans son bar sans jamais choisir une femme. Plus riche que Nana de Frisco, Madame B, qui trône dans une des plus célèbres maisons closes de Paris, pleurait le jour de ses 17 ans dans la cale d'un voilier cinglant vers la Havane. Sur le pont,
Le ruffian, son maître, fumait de gros cigares et se donnait auprès des passagers de première classe pour un riche exportateur de rhum et de café. Une autre femme, majeure celle-là, se promenait à côté de lui. Elle ricanait en songeant à la gamme qui se morfondait dans le noir entrepont. Mais à la Havane, l'homme répudia sa femme et, conquis par les charmes grêles de la fille d'amour, partit avec celle-ci pour le Klondike. Ils voyagèrent longtemps. Quand ils revinrent en France, en 1916, la fillette était devenue une matrone aux chairs épanouies. Ils se marièrent devant le maire et le curé, achetèrent une maison en province, quintuplèrent leur fortune en 3 ans et vinrent à Paris, l'armistice signé. Ils acquirent alors le Grand 7, une des plus belles affaires de la capitale. Madame a oublié sa triste adolescence. Sa dignité bourgeoise lui interdit de se souvenir qu'elle sanglota dans la cale de la belle Florine, où les rats mordaient le châle dont elle enveloppait ses épaules souffreteuses. Aujourd'hui, elle méprise et soupçonne les filles qu'elle exploite. Elle va coller son oreille aux portes des chambres, et quand Muguette ou Carmen redescend au salon, « Combien il t'a donné ?» Car la femme doit partager avec la patronne le pourboire du client. « 20 francs, madame. »« Tu mens !» Et d'un geste preste, elle fait sauter les petites mules bleues à hauts talons rouges dont la femme est chaussée. Un billet de 50 francs s'envole. « Garce, tu partiras demain. Je n'aime pas les voleuses. » À la Varennes-Saint-Hilaire, où 20 tauliers de Paris possèdent de luxueuses maisons de campagne, Madame B se repose, le dimanche, dans une villa enguirlandée de chèvrefeuilles et de vignes vierges. Elle hume son café sous une tonnelle, près des saules de Babylone qui laissent pendre dans la Marne, comme une blonde chevelure, leur feuillage pâli. « Quel calme !» dit-elle. « Je voudrais rester ici éternellement. » Mais son mari bâille. « Moi, je veux faire une belote avec les copains. »« Va, mon ami, et n'oublie pas de téléphoner à la sous-maîtresse. Si elle a besoin de moi, je rentre aussitôt. » Fin du chapitre. Je vous rappelle que ce podcast est réalisé en toute indépendance et sans publicité. Je vous invite donc, s'il vous a plu, à le soutenir en vous rendant sur la page Tipeee dont le lien est en description ou en le partageant autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain chapitre intitulé « Le Vénérable ».